Une fillette disparaît de son jardin en 1999. 7 ans plus tard, son père trouve ceci cousu dans la doublure de son sac à dos. Jacques de Martin déplaça le carton vers la lumière qui filtrait par la fenêtre de la chambre. 7 temps s'était écoulé depuis que Sophie avait disparu du jardin derrière leur maison, et enfin Claire avait accepté de donner les affaires de leur fille à l'église locale. Le sac à dos rose de Sophie gisait au fond du carton, taché par le temps et l'humidité. « Jacques, as-tu fini avec les affaires là-haut » cria Claire depuis la cuisine. « Presque » répondit Jacques, saisissant le sac à dos entre ses mains. Le simili-cuir s'était durci et les bretelles étaient usées. Sophie avait 8 ans lorsqu'elle disparut, le 15 août 1999. Elle jouait dans le jardin pendant que Claire préparait le dîner. Lorsqu'elle était sortie pour l'appeler, Sophie n'était plus là. Jacques ouvrit les compartiments du sac à dos. Il trouva quelques crayons cassés, une gomme usée et des feuilles de papier froissées ornées de dessins enfantins. En essayant de lisser la doublure, il sentit quelque chose d'étrange. Le tissu était bombé de manière irrégulière, près de la couture inférieure. Il prit une paire de ciseaux sur le bureau et coupa soigneusement la couture. Ses petits doigts touchèrent quelque chose de métallique et froid. Il en retira un petit objet enveloppé dans du plastique transparent. C'était une clé dorée, portant un numéro gravé. 247. « Qu'est-ce que c'est » murmura Jacques, faisant tourner la clé entre ses doigts. Il n'avait jamais vu cette clé auparavant. Sophie n'avait accès à aucun casier ou coffre-fort nécessitant une telle clé. Jacques déroula complètement le plastique. À côté de la clé, il y avait une petite note pliée, écrite d'une écriture enfantine. « Papa, si tu trouves de ceci, cherche dans la sacristie. » Saint le cœur de Jacques s'arrêta. L'écriture était indéniablement celle de Sophie. Il avait assez aidé sa fille, avec ses devoirs, pour reconnaître son écriture enfantine. Mais quand avait-elle écrit cela? Et pourquoi était-ce caché dans son sac à dos? Jacques dévala les escaliers. Claire lavait la vaisselle du petit déjeuner lorsqu'il entra dans la cuisine, la clé à la main. « Claire, il faut que tu voies ça, » dit Jacques, lui montrant la clé et la note. Claire laissa tomber l'assiette qu'elle essuyait. La porcelaine se brisa sur le carrelage. « Où as-tu trouvé ça ?» ?»« Dans le sac à dos de Sophie. C'était cousu dans la doublure. » Claire prit la note de ses mains tremblantes. « C'est son écriture, Jacques. Mais quand aurait-elle pu écrire ça? Et que veut dire « cherche dans la sacristie » ? Jacques se remémora les jours précédant la disparition de Sophie. Elle suivait des cours de catéchisme à l'église Saint-Michel. Le père Étienne avait loué son sérieux et son intelligence. Sophie se rendait à l'église 3 fois par semaine pour les leçons. « Il faut aller à l'église, » dit Jacques, glissant la clé dans sa poche. « Il faut découvrir ce que cette clé ouvre. Jacques, ça fait 7 ans. La police a tout fouillé. L'inspecteur Dubois a dit que Sophie s'était probablement perdue dans la forêt, mais ils n'ont jamais retrouvé son corps. Claire, ils n'ont jamais expliqué comment une fillette de 8 ans pouvait simplement disparaître de notre jardin sans laisser de traces. » Jacques se souvenait de l'enquête initiale. L'inspecteur Antoine Dubois était arrivé ce soir de août. Il avait posé des questions de base. À quelle heure avait-on vu Sophie pour la dernière fois? La famille avait-elle des ennemis? Y avait-il des inconnus dans le quartier? Les recherches avaient d'armée duré 3 semaines. Des volontaires de toute la communauté avaient ratissé la forêt environnante. Les chiens pisteurs avaient perdu sa trace sur la route principale. Il n'y avait aucune preuve de lutte dans le jardin. Aucun témoin. « Le père Étienne nous a consolés pendant ces jours terribles, » dit Claire. Il nous a dit que Sophie était dans un endroit meilleur, que Dieu avait un plan. Jacques hocha la tête, se souvenant des visites du prêtre. Étienne Lambert, ordonné 2 ans avant la disparition de Sophie, était jeune, charismatique, et avait revitalisé la communauté religieuse de Saint-Michel. Les enfants l'adoraient. « Te souviens-tu si Sophie a mentionné quelque chose à propos d'une clé ou d'avoir caché quelque chose à l'église ?» demanda Jacques. Claire secoua la tête. Mais je me souviens qu'elle était différente dans ces dernières semaines, plus silencieuse. Quand je lui posais des questions sur les cours de catéchisme, elle disait seulement qu'elle apprenait des secrets importants. Jacques sentit un frisson lui parcourir l'échine. À l'époque, il avait interprété les mots de Sophie comme ceux d'une fillette de 8 ans, dramatisant ses leçons religieuses. Maintenant, ils prenaient un tout autre sens. « Allons à l'église maintenant, » dit Jacques, prenant les clés de la voiture. L'église Saint-Michel se dressait au centre du village, son architecture gothique dominant la place principale. Jacques et Claire
arrivèrent pendant la messe de midi. Le père Étienne officiait, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Jacques attendit la fin de la messe et la dispersion des fidèles. Puis, il s'approcha de l'autel où le père Étienne rangeait les objets liturgiques. « Père Étienne, dit Jacques, il faut que je vous parle de Sophie. » Le prêtre se retourna. À 35 ans, Étienne Lambert conservait la même apparence juvénile qu'il avait 7 ans auparavant. Ses cheveux noirs étaient soigneusement peignés et ses yeux sombres affichèrent une expression de préoccupation immédiate. « Jacques, Claire, qu'est-ce qui vous amène? Avez-vous des nouvelles de Sophie ?» Jacques sortit la clé de sa poche. « J'ai trouvé ceci cousu dans le sac à dos de Sophie, avec une note qui dit de chercher dans la sacristie. » L'expression du père Étienne changea subtilement. Jacques, qui avait scruté les réactions des gens pendant 7 ans de recherches infructueuses, remarqua immédiatement ce changement. Les yeux du prêtre se tournèrent brièvement vers la porte de la sacristie avant de revenir à la clé. « Je ne comprends pas, » dit le père Étienne. « Quel genre de clé est-ce » ? « J'espérais que vous me le diriez, » répondit Jacques. « La note est écrite de la main de Sophie. Elle dit de chercher dans la sacristie. »« Bien sûr, vous pouvez chercher, » dit rapidement le père Étienne. « Mais il n'y a rien dans la sacristie qui nécessite une telle clé. Nous n'avons que les armoires pour les vêtements liturgiques et les objets sacrés. » Claire intervint. « Père, vous souvenez-vous si Sophie a mentionné quelque chose à propos d'avoir caché quelque chose ou d'un secret pendant ces derniers 2 cours de catéchisme? » « Les enfants parlent toujours de secrets, » répondit le père Étienne. « C'est une part de l'imagination enfantine. Sophie était une fillette très créative. » Jacques étudia le visage du prêtre. Il y avait quelque chose dans son ton, une formalité absente lors des jours de la recherche initiale. À l'époque, le père Étienne avait été chaleureux, consolateur, il avait pleuré avec eux. Maintenant, il semblait distant, presque prudent. « Pourrions-nous voir la sacristie maintenant ?» demanda Jacques. « Bien sûr, suivez-moi. » Le père Étienne les conduisit dans la petite pièce derrière l'autel. La sacristie contenait 2 grandes armoires, en bois, plusieurs tiroirs et des étagères remplies de livres religieux. Jacques examina chaque surface, cherchant une serrure correspondant à la clé numéro 247. « Je ne vois rien que cette clé pourrait ouvrir, » dit Jacques après plusieurs minutes. « Comme je vous l'ai dit, » répondit le père Étienne, « peut-être que la note fait référence à quelque chose de symbolique. Les enfants parlent souvent en métaphore quand il s'agit de sujets religieux. » Claire s'approcha d'une des armoires. « Puis-je regarder à l'intérieur ?» « Bien sûr. » L'armoire contenait des vêtements sacerdotaux, suspendus à des crochets, des calices en argent et des boîtes de différentes tailles. Claire vérifia chaque boîte, mais aucune n'avait une serrure correspondant à la clé. Jacques se dirigea vers la 2e armoire. Elle contenait des livres, des documents ecclésiastiques et des registres de baptême et de mariage. Au fond, il y avait une boîte métallique grise. « Qu'y a-t-il dans cette boîte ?» demanda Jacques. « Des documents administratifs, » répondit le père Étienne. « Des registres financiers, de la correspondance avec le diocèse. » Jacques examina la boîte. Elle avait une serrure simple, mais elle ne correspondait pas à la clé dorée qu'il avait trouvée. « Père Étienne, » dit Jacques, se tournant pour faire face au prêtre, « y a-t-il un autre endroit dans l'église où Sophie aurait pu cacher quelque chose? Un endroit qui nécessiterait une clé comme celle-ci » Le père Étienne regarda à nouveau la clé. Jacques remarqua que les mains du prêtre tremblaient légèrement. « Je ne vois aucun endroit, » dit le père Étienne. « Mais si vous voulez, vous pouvez fouiller toute l'église. Vous avez ma pleine autorisation. » Jacques et Claire passèrent l'heure suivante à examiner chaque recoin de l'église. Ils vérifièrent les confessionnaux, les bancs, le chœur, même la petite chapelle latérale. Ils ne trouvèrent rien nécessitant la clé numéro 247. En rentrant chez eux, Jacques ne pouvait se débarrasser de l'impression que le père Étienne avait été nerveux pendant leur visite. « As-tu remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement du père Étienne » demanda Jacques à Claire. « Il était plus réservé que d'habitude, » admit Claire. « Mais ça fait 7 ans, Jacques. Peut-être qu'il était prudent pour ne pas nous donner de faux espoirs. » Cette nuit-là, Jacques ne put dormir. Il tenait la clé dans ses mains, examinant chaque détail. Le numéro 247 était gravé avec précision. Le métal était de bonne qualité, pas le genre de clé bon marché utilisé pour un jouet ou une boîte simple. Il se leva et alla à l'ordinateur. Il chercha des informations sur les serrures et les clés sur Internet.
Après plusieurs heures, il découvrit que des clés similaires étaient couramment utilisées pour des coffres-forts, des casiers de stockage ou des dossiers confidentiels. Jacques imprima plusieurs pages d'informations et les étudia attentivement. Une chose était claire, la clé 247 était du type utilisé pour accéder à quelque chose d'important, quelque chose que quelqu'un voulait garder sécurisé et caché. La question était, qu'avait découvert Sophie qui était si important pour qu'elle cache une clé dans son sac à dos? Et pourquoi avait-elle mentionné spécifiquement la sacristie dans sa note? Jacques décida qu'il devait reparler à l'inspecteur Dubois. Si Sophie avait laissé cet indice intentionnellement, cela signifiait qu'elle avait anticipé un danger. Et si elle avait anticipé un danger, cela signifiait que sa disparition n'était pas accidentelle. Jacques arriva au commissariat de Saint-Michel à 8 heures du matin. L'inspecteur Antoine Dubois buvait un café dans son bureau lorsque Jacques frappa à la porte. « Jacques Martin », dit Dubois, se levant pour lui serrer la main. « Ça fait un moment, au moins 3 ans. Inspecteur, il faut que je vous montre quelque chose. » Jacques posa la clé et la note sur le bureau de Dubois. L'inspecteur prit les 2 objets et les examina soigneusement. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Cousu dans la doublure du sac à dos de Sophie. Ma femme et moi donnions ses affaires quand je l'ai découvert. » Dubois lut la note plusieurs fois. « L'écriture semble être celle d'une enfant. Êtes-vous sûr que c'est celle de Sophie ?»« Absolument sûr. J'ai aidé avec ses devoirs pendant des années. Je reconnais son écriture. » Dubois se cala dans son fauteuil. À 41 ans, il avait enquêté sur des dizaines de cas de disparition dans la région. Le cas de Sophie avait été l'un des plus frustrants de sa carrière. « Jacques, j'ai revu le dossier de Sophie la semaine dernière. Je revois toujours les cas non résolus. Il n'y avait aucune preuve d'enlèvement, pas de demande de rançon, pas de témoin signalant quelque chose de suspect. »« Mais cette note change tout, » insista Jacques. Sophie savait quelque chose. Elle a caché un indice. Dubois prit le dossier de Sophie dans ses archives. Les pages jaunies contenaient des témoignages, des photos de la scène et des rapports de recherche. « Repassons les faits, » dit Dubois, ouvrant le dossier. « Le 15 août 1999, Sophie Martin a disparu de votre jardin entre 18h30 et 19h. Sa mère, Claire, préparait le dîner. Son père, Jacques, était au travail. »« Correct, » confirma Jacques. Il n'y avait aucun signe de lutte. La porte du jardin était ouverte, comme toujours. Les voisins n'en avaient rien vu, ni entendu d'inhabituel. Dubois tourna la page. « Nous avons interrogé toutes les personnes ayant eu un contact avec Sophie dans les semaines précédant sa disparition. Cela inclut ses professeurs, ses camarades de classe, les voisins et le personnel de l'église. Qu'ont-ils dit à propos du père Étienne ? Étienne Lambert a été ordonné en 1997. Il est arrivé à Saint-Michel en janvier 1998. Les paroissiens le décrivaient comme dévoué, charismatique, particulièrement apprécié des enfants. Il n'y avait ni plainte ni rumeur négative à son sujet. » Jacques hocha la tête. « Avez-vous interrogé Sophie spécifiquement sur ses cours de catéchisme ?» Dubois consulta ses notes. « Oui, 3 jours avant sa disparition, j'ai parlé avec Sophie de ses activités. Elle a dit qu'elle aimait les cours de catéchisme, qu'elle apprenait sur les saints et que le père Étienne était très intelligent. A-t-elle mentionné quelque chose à propos de secret ou d'avoir caché quelque chose ? Non, selon mes notes. » Dubois continua de lire. « Le jour de sa disparition, Sophie avait assisté à un cours de catéchisme de 15h à 17h. Le père Étienne a confirmé qu'elle était présente et qu'elle n'avait montré aucun comportement inhabituel. » Jacques réfléchit à cette information. Qui d'autre était dans ces cours de catéchisme ? 12 enfants, âgés de 7 à 10 ans. Tous ont été interrogés. Aucun n'a signalé quelque chose d'inhabituel. « Inspecteur, hier, je suis allé à l'église avec cette clé. Le père Étienne semblait nerveux quand je la lui ai montrée. » Dubois examina à nouveau la clé. « Quel type de serrure chercheriez-vous avec cette clé ?»« J'ai fait des recherches. C'est le type de clé utilisé pour des coffres-forts, des dossiers confidentiels, des casiers de stockage. Avez-vous trouvé quelque chose à l'église qui correspondait ? Non, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Peut-être que c'est dans un endroit que nous n'avons pas vérifié. » Dubois referma le dossier. « Jacques, je comprends votre frustration, mais ça fait 7 ans. S'il s'agissait d'un enlèvement, nous aurions trouvé des preuves. Si elle avait été tuée, nous aurions trouvé un corps. Et si elle avait découvert quelque chose que quelqu'un voulait garder secret, quelque chose d'assez important pour justifier sa disparition ? Comme quoi ? » Jacques y avait pensé toute la nuit. « Je ne sais pas, mais une fillette de 8 ans ne cache pas une clé dans son sac à dos sans une raison importante.
Dubois se leva et marcha vers la fenêtre. « Jacques, je vais être honnête avec vous. J'ai travaillé sur ce cas par intermittence pendant 7 ans. J'ai envisagé toutes les possibilités. L'explication la plus probable reste que Sophie s'est perdue dans la forêt et que des animaux sauvages... » Jacques l'interrompit. « Cette note prouve qu'elle a anticipé un danger. Elle savait que quelque chose pourrait lui arriver. » Dubois retourna à son bureau. « D'accord, je vais rouvrir officiellement l'enquête, mais il faut que vous compreniez que les preuves des matériels sont limitées après tant de temps. Que pouvons-nous faire? D'abord, je vais réinterroger le père Étienne, cette fois spécifiquement sur la clé et la note. Ensuite, je vais examiner tous les registres de l'Église de cette époque. Enfin, je vais chercher dans les bases de données s'il y a des rapports similaires dans d'autres communautés. » Jacques ressentit un mélange d'espoir et d'appréhension. « Pensez-vous que nous trouverons des réponses? Je ne peux rien vous promettre, mais si Sophie a laissé cet indice intentionnellement, nous suivrons cette piste jusqu'au bout. » Cet après-midi-là, Dubois se rendit à l'église Saint-Michel. Le père Étienne était dans son bureau, préparant le sermon du dimanche. « Père Étienne, il faut que je vous parle de Sophie Martin. »« Bien sûr, inspecteur. Jacques m'a montré une clé hier. »« Exactement. Je rouvre officiellement l'enquête. Pouvez-vous me dire tout ce dont vous vous souvenez à propos de Sophie pendant ces dernières semaines ici ?» Le père Étienne s'ajusta dans son fauteuil. Sophie était une élève exceptionnelle, très intelligente. Elle posait des questions profondes sur la foi. Elle semblait plus mature que les autres enfants de son âge. Quel genre de questions posait-elle? Des questions sur le bien et le mal, sur pourquoi Dieu permet que des choses de mauvaises arrivent, sur les secrets et la confession. Dubois nota le mot « secret ». A-t-elle mentionné un secret spécifique? Les enfants parlent toujours de secrets. Généralement, ce sont des choses innocentes, comme des surprises pour leurs parents ou de petites bêtises. Mais Sophie a-t-elle mentionné quelque chose de précis? Le père Étienne sembla réfléchir. Je me souviens qu'une fois, elle m'a demandé s'il était péché de garder un secret, si ce secret pouvait blesser quelqu'un. Comment avez-vous répondu? Je lui ai dit que la vérité est toujours importante, mais que parfois, il faut de la sagesse pour savoir quand et comment dire la vérité. Dubois prit des notes. Sophie semblait-elle préoccupée par quelque chose pendant ces dernières 2 semaines? Elle était plus silencieuse que d'habitude, mais j'ai attribué cela à sa maturité, à une prise au sérieux de la foi. Y avait-il un endroit dans l'église où Sophie passait du temps seule? Parfois, elle restait après les cours pour aider à ranger ou poser des questions supplémentaires. Elle aimait la bibliothèque de l'église. La bibliothèque? C'est une petite pièce derrière la sacristie. Nous y gardons des livres religieux, des textes historiques sur l'église. Peu d'enfants s'y intéressent. Mais Sophie? Oui. Dubois sentit que cela pourrait être important. Puis-je voir cette bibliothèque? Bien sûr. Le père Étienne conduisit Dubois à travers la sacristie jusqu'à une porte que l'inspecteur n'avait pas remarquée la veille. La pièce était petite, avec des étagères remplies de centaines de livres anciens. Y a-t-il quelque chose ici qui nécessite une clé? Pas que je sache, mais certains de ces livres sont ici depuis des décennies. Il est possible qu'il y ait des archives ou des boîtes que je n'ai pas complètement examinées. Dubois examina la pièce systématiquement. Dans un coin, il y avait un vieux bureau en bois. Il avait 3 tiroirs. Les 2 premiers s'ouvrirent librement, contenant du papier, des stylos et des fournitures de bureau de base. Le tiroir du bas était verrouillé. « Qu'y a-t-il dans ce tiroir ?» demanda Dubois. Le père Étienne s'approcha. « Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu la clé. J'ai supposé qu'il contenait des documents du prêtre précédent. » Dubois sortit la clé que Jacques avait trouvée. Le numéro 247 correspondait à un petit numéro gravé sur la serrure du tiroir. « Père Étienne, je crois que nous avons trouvé ce que Sophie voulait que nous trouvions. » La clé tourna doucement dans la serrure. Dubois ouvrit le tiroir pendant que le père Étienne observait, sa respiration visiblement altérée. Le tiroir contenait une vieille boîte à chaussures et plusieurs enveloppes craft scellées. Dubois sortit d'abord la boîte. Elle était remplie de photographies en noir et blanc, certaines datées des années 1990. « Reconnaissez-vous ces photographies ?» demanda Dubois. Le père Étienne s'approcha. Les premières photos montraient des enfants dans ce qui semblait être des cours de catéchisme. Dubois les examina une par une. À la 5e photographie, il reconnut Sophie. L'image montrait Sophie assise à une table,
apparemment occupée à un projet. Mais ce qui attira l'attention de Dubois fut l'expression sur son visage. Ce n'était pas le sourire typique d'une fillette de 8 ans. Elle semblait sérieuse, préoccupée, presque effrayée. « Quand cette photo a-t-elle été prise » demanda Dubois. « Je ne sais pas » répondit le père Étienne. « Comme je vous l'ai dit, je n'avais jamais ouvert ce tiroir. » Dubois continua d'examiner les photographies. Il y en avait plusieurs d'enfants différents, tous apparemment dans des sessions de catéchisme ou des activités de l'église, mais il y avait quelque chose de troublant dans beaucoup de ces images. Les enfants ne semblaient pas participer à des activités religieuses normales. Dans une photo, un garçon était encadré par un homme adulte que Dubois ne reconnut pas. L'homme avait ses mains sur les épaules du garçon d'une manière qui semblait inappropriée. « Qui est cet homme » demanda Dubois, montrant la photo au père Étienne. Le prêtre étudia l'image. « Je ne suis pas sûr. Ça pourrait être le père Bernard, mon prédécesseur. Quand le père Bernard a-t-il quitté Saint-Michel » En décembre 1997, il a été transféré dans une autre paroisse. Dubois fit un calcul mental. Le père Bernard était présent pendant les premières années de vie de Sophie. Si ces photos avaient été prises pendant son temps à Saint-Michel, elles pourraient expliquer pourquoi Sophie avait caché la clé. Dubois sortit les enveloppes Sourcecraft du tiroir. La première contenait des documents manuscrits, apparemment des notes de confession ou de session de conseil. La deuxième enveloppe contenait ce qui semblait être des lettres. Il ouvrit la première enveloppe et commença à lire. Les notes et bidègues étaient écrites dans une écriture différente de celle du père Étienne. Elles décrivaient des sessions avec plusieurs enfants de la communauté, incluant des détails intimes sur leur vie top familiale, leurs peurs et leurs secrets. Une des notes mentionnait spécifiquement Sophie Martin, SM, 7 ans, payant. Très intelligente. Pose des questions difficiles, nécessite une attention spéciale. Parents occupés, peu de temps à la maison, opportunité pour un suivi privé. Père Étienne, dit Dubois, il faut que vous veniez avec moi au commissariat. Nous devons parler de ce que nous venons de trouver. Inspecteur, je ne savais pas que cela était ici. Je n'avais jamais vu ces documents auparavant. Je comprends, mais j'ai besoin d'une déclaration officielle et j'ai besoin que vous m'aidiez à identifier les personnes sur ces photographies. Dubois scella la boîte et les enveloppes comme preuve. En marchant vers la sortie de l'église, il remarqua que le père Étienne semblait extrêmement nerveux. « Y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur le père Bernard » demanda Dubois. Seulement qu'il était un bon prêtre. La communauté le respectait. Pourquoi a-t-il été transféré ? Le père Étienne s'arrêta. « Inspecteur, les détails administratifs des transferts sacerdotaux sont confidentiels. Vous devriez parler au diocèse. » Au commissariat, Dubois appela Jacques Martin. « Jacques, il faut que vous veniez au commissariat. Nous avons trouvé ce que la clé ouvre. » Une heure plus tard, Jacques examinait les photographies et les documents que Dubois avait découverts. Son expression changea dramatiquement lorsqu'il vit l'image de Sophie. « Je ne l'avais jamais vue aussi sérieuse, » dit Jacques. « Que se passait-il dans ses cours de catéchisme ?»« C'est ce que nous devons découvrir, » répondit Dubois. « Sophie a-t-elle déjà mentionné le père Bernard ?» Jacques réfléchit. « Vaguement. Je me souviens qu'elle parlait du vieux prêtre et du nouveau prêtre quand elle était toute petite, mais je n'ai jamais approfondi les différences entre eux. » Dubois montra à Jacques les notes sur Sophie. Selon ces documents, le père Bernard considérait Sophie comme un cas spécial, nécessitant un suivi privé. Jacques sentit son sang se glacer. « Êtes-vous en train de suggérer que le père Bernard a abusé de ma fille ? Je suggère que nous devons enquêter sur cette possibilité. Ces photos et ces notes indiquent un comportement inapproprié avec plusieurs enfants. » Jacques examina les autres photographies. Il reconnut certains enfants comme des camarades de classe de Sophie ou des voisins de la communauté. « Inspecteur, est-ce que l'un de ces enfants a signalé un problème ? » C'est une excellente question. Je vais contacter chaque famille. Dubois commença à passer des appels téléphoniques. Le premier fut à la famille Dupont, dont les jumeaux apparaissaient sur plusieurs photos. « Madame Dupont, ici l'inspecteur Dubois. J'ai besoin de vous poser des questions sur les expériences de vos enfants avec le père Bernard. » Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne. « Inspecteur, pourquoi posez-vous des questions à ce sujet ? Nous enquêtons sur certaines irrégularités. Vos enfants ont-ils déjà mentionné quelque chose d'inhabituel à propos du père Bernard ? Inspecteur, mes enfants n'ont jamais voulu parler de leur dernier mois de catéchisme avec le père Bernard. Quand le père Étienne est arrivé, ils sont redevenus enthousiastes à propos de l'Église.
ont-ils montré des changements de comportement à l'époque du père Bernard? Maintenant que vous le mentionnez, oui, surtout Lucas. Il était devenu renfermé. Il faisait des cauchemars. Nous pensions que c'était une phase. Dubois prit des notes détaillées. Madame Dupont, j'ai besoin que vous ameniez Lucas au commissariat demain. C'est important. Le deuxième appel fut à la famille Leclerc. Leur fille, Emma, était dans la même classe de catéchisme que Sophie. Monsieur Leclerc, j'ai besoin de vous poser des questions sur les expériences d'Emma avec le père Bernard. Inspecteur, j'espérais qu'un jour quelqu'un poserait cette question. Que voulez-vous dire? Emma nous a raconté des choses que nous ne voulions pas croire à l'époque. Nous pensions que c'était l'imagination d'une enfant. Quel genre de choses? Elle disait que le père Bernard avait des jeux spéciaux pour les enfants qu'il considérait comme plus intelligents, que ces jeux étaient donc des secrets qu'ils ne devaient pas raconter à leurs parents. Dubois sentit que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Monsieur Leclerc, j'ai besoin de parler à Emma le plus tôt possible. Après plusieurs autres appels, Dubois identifia un schéma cohérent. Au moins 6 familles signalèrent des changements de comportement chez leurs enfants pendant les derniers mois du père Bernard, à Saint-Michel. « Jacques, dit Dubois, je crois que Sophie a découvert des preuves d'abus sexuels commis par le père Bernard. Elle a mis la clé parce qu'elle savait que l'information dans ce tiroir était importante. Mais pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit? Parce qu'elle avait 8 ans et qu'elle avait probablement été menacée pour garder le silence. Les abuseurs sont experts pour manipuler les enfants afin qu'ils gardent des secrets. » Jacques se sentit mal. Si c'est vrai, où est Sophie maintenant? Que lui est-il arrivé? C'est la question à 100 000 €, répondit Dubois. Mais maintenant, nous avons une véritable piste d'enquête. Il faut retrouver le père Bernard. Dubois contacta le diocèse de Chartres, qui avait juridiction sur Saint-Michel. Le secrétaire diocésain lui informa que le père Bernard Dubois avait été transféré à la paroisse Sainte-Claire en janvier 1998. « Est-il toujours à Sainte-Claire » demanda Dubois. « Non, inspecteur. Le père Bernard a été relevé de ses fonctions en 2003. Je crois qu'il a complètement quitté la prêtrise. Avez-vous son adresse actuelle? Je devrais vérifier nos registres. Puis-je vous demander pourquoi vous avez besoin de cette information? J'enquête sur des allégations d'abus sexuels sur mineurs. » Il y eut une longue pause. « Inspecteur, je vais transférer votre appel à notre avocat diocésain. » Cette nuit-là, Jacques ne put dormir à nouveau. Les images des photographies se répétaient dans son esprit. Sa petite Sophie avait découvert quelque chose de terrible et avait essayé de laisser des preuves pour que quelqu'un puisse trouver la vérité. Mais la question qui le tourmentait était, si Sophie avait découvert des preuves d'abus, cela signifiait-il qu'elle avait également été victime? Et si elle avait été victime, que lui était-il arrivé lorsqu'elle avait tenté d'exposer la vérité? Le lendemain, Dubois reçut un appel de l'avocat diocésain, me François Lefebvre. « Inspecteur Dubois, je comprends que vous enquêtez sur des allégations contre le père Bernard. » « Correct, j'ai besoin de son adresse actuelle et de toute information sur les raisons de ces transferts. » « Inspecteur, je dois vous informer que le père Bernard est décédé en 2004. Crise cardiaque. » Dubois sentit une porte importante se fermer. « Que pouvez-vous me dire sur les raisons de son transfert de Saint-Michel? » Cette information est protégée par le privilège ecclésiastique. Maître Lefebvre, j'enquête sur la disparition d'une fillette de 8 ans. Toute information que vous pouvez fournir pourrait être cruciale. Il y eut une longue pause. Inspecteur, puis-je vous dire officieusement qu'il y avait des préoccupations concernant les méthodes du père Bernard avec les enfants, mais aucune accusation formelle n'a jamais été déposée? Quel genre de préoccupation? Des parents ont signalé que leurs enfants rechignaient à assister au catéchisme. Certains enfants ont mentionné des activités inhabituelles, mais lorsqu'on a enquêté, ils n'ont pas fourni de détails précis. Et la réponse du diocèse a été de le transférer? La réponse a été de le transférer pour une évaluation plus approfondie et de l'éloigner de la situation pendant l'enquête. Quels ont été les résultats de cette enquête? Inspecteur, je ne peux pas divulguer plus d'informations sans une ordonnance judiciaire. Dubois savait qu'obtenir une ordonnance judiciaire pour des registres ecclésiastiques serait compliqué et prendrait du temps. Il décida de se concentrer sur les victimes vivantes. Cet après-midi-là,
Lucas Dupont arrive au commissariat avec ses parents. Âgé de 15 ans maintenant, c'était un adolescent timide qui évitait le contact visuel. « Lucas, » dit Dubois doucement, « j'ai besoin de te poser des questions sur tes expériences avec le père Bernard quand tu avais 8 ans. » Lucas regarda ses parents avant de répondre « Pourquoi veux-tu savoir ça ?» « Nous enquêtons sur la disparition de Sophie Martin. Nous pensons qu'elle a pu découvrir quelque chose d'important à propos du père Bernard. » Lucas se tendit visiblement. « Sophie était mon amie. Elle disait toujours qu'on raconterait la vérité ensemble quand on serait plus grand. » « Quelle vérité, Lucas ?» À propos des jeux spéciaux, de ce que le père Bernard faisait après le catéchisme avec certains d'entre nous. La mère de Lucas, Élodie Dupont, prit la main de son fils. « Et Lucas, peux-tu dire la vérité? Tu n'as plus à garder de secret. » Lucas commença à parler lentement. Le père Bernard disait que certains enfants étaient spéciaux, plus intelligents que les autres. Il nous demandait de rester après le cours pour des études avancées. Que se passait-il pendant ces études avancées? Au début, c'était juste des questions sur Dieu et la Bible, mais ensuite, il a commencé à poser des questions sur nos corps, sur si on avait touché certaines parties. Dubois continua de prendre des notes pendant que Lucas décrivait un schéma de comportement qui évoluait progressivement, passant de questions inappropriées à des contacts physiques. Sophie participait-elle à ces études avancées? Oui, mais elle était différente. Elle posait des questions au père Bernard qui le rendaient nerveux. Une fois, elle le lui a demandé pourquoi les jeux étaient polis secrets s'ils ne faisaient rien de mal. Comment le père Bernard a-t-il réagi? Il s'est vraiment fâché. Il a dit que certains adultes ne comprendraient pas et que nos parents s'inquiéteraient pour rien. Après ça, il a commencé à rencontrer Sophie séparément. Dubois sentit un frisson lui parcourir le dos. Sais-tu ce qui se passait dans ces réunions séparées? Pas exactement, mais Sophie m'a dit qu'elle avait trouvé quelque chose dans le bureau du père Bernard, quelque chose qui prouvait qu'il mentait sur les jeux. T'a-t-elle dit ce qu'elle avait trouvé? Elle a dit qu'il y avait des papiers et des photos. Elle a dit qu'elle allait cacher quelque chose pour qu'un jour, on puisse prouver la vérité. Dubois montra à Lucas la clé que Jacques avait trouvée. Sophie t'a-t-elle mentionné cette clé? Lucas hocha la tête. Elle a dit qu'elle avait trouvé un endroit sûr pour garder des preuves. Elle a dit que quand on serait plus grand, on pourrait utiliser ces preuves pour arrêter le père Bernard. Que s'est-il passé la dernière fois que tu as vu Sophie? C'était la veille de sa disparition. Elle était très nerveuse. Elle a dit que le père Bernard avait découvert qu'elle savait à propos des photos. Elle a dit qu'elle avait peur. L'interrogatoire d'Emma Leclerc cet après-midi-là révéla des détails similaires. Âgée de 15 ans maintenant, Emma se souvenait vivement de ses expériences avec le père Bernard. « Il était très intelligent pour nous manipuler, » dit Emma. « Il nous faisait sentir spéciaux, choisis, mais il nous menaçait aussi subtilement. » Quel genre de menace? Il disait que si on racontait les secrets, nos familles allaient souffrir, que Dieu punirait nos parents. Pour des enfants de 8 ans, ces menaces étaient terrifiantes. Et Sophie semblait particulièrement préoccupée pendant ces dernières semaines. Oui, elle a dit qu'elle avait trouvé des photos d'autres enfants, des enfants qui avaient été dans des classes précédentes. Elle a dit qu'elle devait faire quelque chose pour protéger les futurs enfants. Dubois interrogea 4 autres enfants au cours des 2 jours suivants. Tous rapportèrent des expériences similaires avec le père Bernard. Tous se souvenaient que Sophie avait été particulièrement courageuse en affrontant la situation. Le schéma qui émergea était clair. Le père Bernard Dubois systématiquement de plusieurs enfants à Saint-Michel entre 1995 et 1997. Sophie avait découvert des preuves physiques de ces abus et avait caché ces preuves dans le tiroir de la bibliothèque de l'église. Mais la question cruciale restait. Que lui était-il arrivé lorsque le père Bernard avait découvert qu'elle détenait des preuves? Dubois décida qu'il devait reparler au père Étienne. Cette fois, il avait des questions plus spécifiques sur la transition entre les 2 prêtres. Il trouva le père Étienne à l'église, préparant la messe du soir. « Père Étienne, j'ai besoin de vous poser d'autres questions sur le père Bernard et son transfert. » Le père Étienne sembla résigné. « Inspecteur, je savais que ce jour arriverait tôt ou tard. Que voulez-vous dire? Quand je suis arrivé à Saint-Michel en janvier 1998, il y avait des rumeurs, des murmures parmi les familles.
certains enfants qui refusaient de participer aux activités de l'Église. Et qu'avez-vous fait de cette information? J'ai signalé mes préoccupations au diocèse. On m'a dit que le père Bernard avait été transféré précisément à cause de ses préoccupations. Saviez-vous à propos des photos et des documents dans le tiroir? Le père Étienne baissa la tête. Je soupçonnais qu'il pourrait y avoir des preuves quelque part, mais je n'ai jamais cherché activement. Je pensais qu'il valait mieux laisser le passé enterré. Père Étienne, une fillette a disparu. Si vous aviez des soupçons sur des preuves, vous auriez dû enquêter. Inspecteur, vous devez comprendre la position dans laquelle j'étais. J'étais un jeune prêtre, nouveau dans la communauté. Accuser mon prédécesseur sans preuve concrète aurait détruit ma crédibilité et peut-être nui à l'Église. Dubois étudia le visage du prêtre. Avez-vous parlé avec Sophie spécifiquement du père Bernard? Sophie m'a posé des questions sur lui pendant ses premiers cours avec moi. Des questions sur si c'était normal que les prêtres prennent des photos d'enfants, sur si les secrets étaient toujours nécessaires. Que lui avez-vous répondu? Je lui ai dit que tout secret qui la mettait mal à l'aise n'était pas un secret que Dieu voulait qu'elle garde. Comment Sophie a-t-elle réagi à cette réponse? Elle a semblé soulagée, mais elle m'a aussi demandé ce qui se passerait si elle avait des preuves que quelqu'un avait fait des choses mauvaises à d'autres enfants. Dubois sentit qu'il approchait de quelque chose de crucial. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que les preuves de crimes devaient être remises aux autorités compétentes. Je lui ai dit que protéger les autres enfants était plus important que garder des secrets. Sophie a-t-elle mentionné spécifiquement qu'elle avait des preuves? Le père Étienne hésita. Inspecteur, voici ce que je n'ai jamais dit à personne. 3 jours avant sa disparition, Sophie m'a dit qu'elle avait trouvé des photos montrant le père Bernard faisant du mal à d'autres enfants. Elle a dit qu'elle avait caché ces photos dans un endroit sûr. Et qu'avez-vous fait de cette information? Je lui ai dit de m'apporter les photos pour qu'on puisse contacter la police ensemble, mais elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour être sûre qu'elle serait en sécurité. En sécurité de quoi? Elle a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre impliqué, quelqu'un qui était encore à Saint-Michel et qui pourrait faire du mal à sa famille si elle découvrait qu'elle savait la vérité. Dubois sentit que toutes les pièces commençaient à s'assembler, mais d'une manière terrifiante. Sophie a-t-elle mentionné qui était cette autre personne? Pas directement, mais elle a dit que c'était quelqu'un en qui les gens avaient sa confiance, quelqu'un qui avait aidé le père Bernard à garder les secrets. L'implication était claire. Il y avait eu un réseau de silence à Saint-Michel, et au moins une autre personne avait été impliquée dans la dissimulation des abus du père Bernard. Dubois convoqua une réunion urgente avec Jacques et Claire Martin. Il leur présenta toutes les informations qu'il avait recueillies au cours des dernières 2 semaines. Nous pensons que Sophie a découvert des preuves que le père Bernard a abusé de plusieurs enfants, peut-être même d'elle-même, expliqua Dubois. Mais nous pensons aussi qu'il y avait quelqu'un d'autre impliqué dans la dissimulation de ces crimes. Claire se couvrit le visage de ses mains. Notre petite fille essayait de protéger d'autres enfants. C'est exactement ce que nous pensons, répondit Dubois. Mais la question est, qui d'autre était au courant de ces abus et a aidé à les dissimuler? Jacques avait étudié la liste des personnes ayant eu un contact régulier avec les enfants du catéchisme. Inspecteur, avez-vous considéré le docteur? Moreau, le médecin du village? Oui, Philippe Moreau était le médecin de famille de la plupart des enfants qui participaient au catéchisme. Si le père Bernard abusait d'eux, certains auraient eu besoin de soins médicaux. Dubois se rappela que le docteur Moreau avait été vaguement mentionné dans le dossier initial comme quelqu'un qui avait aidé à la recherche de Sophie. Que savez-vous du docteur Moreau? Il était le médecin du village depuis plus de 20 ans, répondit Jacques. Il a une excellente réputation. Tout le monde lui fait confiance. Exactement le type de personne que Sophie aurait décrit comme quelqu'un en qui les gens ont confiance, murmura Dubois. Cet après-midi-là, Dubois se rendit à la clinique du docteur Philippe Moreau. Le médecin, âgé de 55 ans, le reçut dans son bureau après avoir terminé avec ses patients. « Inspecteur Dubois, en quoi puis-je vous aider ?» Docteur Moreau, je rouvre l'enquête sur la disparition de Sophie Martin. J'ai quelques questions sur la période où elle a disparu. Bien sûr, c'était une terrible tragédie pour notre communauté. Docteur, vous souvenez-vous avoir traité des enfants pour des blessures ou des problèmes de santé liés à des abus sexuels entre 1997 et 1998? L'expression du docteur. Moreau changea subtilement. Inspecteur,
C'est une question très spécifique. Pourquoi posez-vous cette question? Nous avons découvert des preuves que le père Bernard a pu abuser de plusieurs enfants pendant cette période. Le docteur Moreau se cala dans son fauteuil. Inspecteur, si j'avais traité des cas d'abus, j'aurais été légalement tenu de les signaler aux autorités. Et l'avez-vous fait? Je ne me souviens pas avoir traité de cas spécifiques d'abus pendant cette période. Dubois étudia la réaction du médecin. Il y avait quelque chose dans son langage corporel qui suggérait de la nervosité. Docteur, j'ai des témoignages de plusieurs enfants, maintenant adolescents. Ils décrivent des expériences qui auraient nécessité des soins médicaux. Êtes-vous sûr de n'avoir jamais traité aucun de ces enfants? Inspecteur, je ne peux pas divulguer d'informations médicales spécifiques sans des ordonnances judiciaires appropriées. Docteur Moreau, connaissiez-vous personnellement le père Bernard? Bien sûr, c'était le prêtre de notre communauté. Nous nous rencontrions occasionnellement lors d'événements communautaires. Avez-vous déjà discuté de cas spécifiques d'enfants que vous traitiez tous les deux professionnellement? Le docteur Moreau hésita. Inspecteur, je ne vois pas où vous voulez en venir avec ces questions. Docteur, j'essaie de comprendre si vous étiez au courant des activités du père Bernard et si vous avez pris les mesures appropriées. Inspecteur, si vous avez des accusations spécifiques à formuler, je vous suggère d'apporter des preuves concrètes et des ordonnances judiciaires appropriées. Dubois réalisa qu'il n'obtiendrait pas plus d'informations du docteur Moreau sans pression légale supplémentaire, mais la réaction défensive du médecin avait confirmé ses soupçons. Ce soir-là, Dubois décida de parler à Lucas Dupont de ses expériences médicales pendant la période concernée. Lucas, te souviens-tu avoir consulté le docteur Moreau pour un problème de santé lié à ce que le père Bernard t'a fait? Lucas hocha lentement la tête. Oui, ma mère m'a emmené parce que j'avais des problèmes, après une des sessions avec le père Bernard. Quel genre de problème? Des douleurs, des saignements. Ma mère pensait que j'avais une infection. Qu'a dit le docteur? Moreau. Il a dit que c'était normal, que les enfants avaient parfois ce genre de problème. Il m'a donné des médicaments et m'a dit de ne pas m'inquiéter. T'a-t-il posé des questions sur les causes spécifiques de tes symptômes? Oui, j'avais très peur, alors je lui ai parlé des jeux du père Bernard. Dubois sentit son cœur s'accélérer. Qu'a dit le docteur? Moreau, quand tu lui as parlé des jeux? Il a dit qu'il comprenait, qu'il savait pour ces jeux. Il a dit que le père Bernard essayait de nous aider à grandir et à devenir plus matures. Il a ajouté quelque chose d'autre. Il a dit qu'il était important de garder les jeux secrets parce que les autres ne comprendraient pas. Il a dit que si je parlais, ma famille pourrait avoir des problèmes avec l'Église. Dubois avait maintenant des preuves claires que le docteur Moreau non seulement mais avait activement participé à leur dissimulation. Le lendemain, Dubois obtint une ordonnance judiciaire pour fouiller les dossiers médicaux du docteur Moreau. Lorsqu'il arriva à la clinique avec l'ordonnance, il découvrit que le docteur Moreau n'était pas là. « Où était le docteur ?» demanda Dubois à la réceptionniste. Il a dit qu'il avait une urgence familiale et qu'il serait absent pour une durée indéterminée, répondit la femme. Il est parti, hier soir. Dubois fouilla le bureau du docteur Moreau avec l'aide de techniciens médico-légaux. Dans un dossier verrouillé, ils trouvèrent les dossiers d'au moins 8 enfants qui avaient été traités pour des symptômes compatibles avec des abus sexuels entre 1996 et 1998. Chaque dossier contenait des notes minimisant les symptômes et des explications protégeant le père Bernard. Aucun rapport n'avait été fait aux autorités de protection de l'enfance, comme l'exigeait la loi. Plus troublant encore, ils trouvèrent un dossier séparé sur Sophie Martin. Les notes indiquaient que le docteur Moreau avait traité Sophie pour un traumatisme psychologique lié à des secrets de confession 3 semaines avant sa disparition. Les notes du médecin révélaient que Sophie lui avait parlé des photos qu'elle avait trouvées. Il avait écrit « possède des preuves de matériel qui pourraient en compromettre l'opération. Nécessite une intervention immédiate. » La dernière entrée dans le dossier de Sophie était datée du 14 août 1999, la veille de sa disparition. SM refuse de remettre les preuves, a menacé de contacter les autorités. Situation critique, consultez avec BD sur les options. Dubois lance immédiatement une recherche pour la camionnette du docteur Moreau. Elle fut retrouvée abandonnée à l'aéroport de Chartres. Les registres de vol montraient que Philippe Moreau avait pris un vol pour Paris
la veille au soir. « Il faut le trouver », dit Dubois à son équipe. « C'est notre seul lien vivant avec ce qui est arrivé à Sophie. » Jacques et Claire reçurent donc la nouvelle concernant le docteur Moreau avec choc et horreur. « Nous lui faisions totalement confiance », dit Claire. « Quand Sophie a disparu, il a été l'une des personnes qui nous ont le plus consolés. Il nous a même proposé des médicaments pour nous aider à dormir. C'était sa stratégie, » expliqua Dubois. « Restez proche de vous pour surveiller l'enquête et s'assurer que vous ne découvriez pas la vérité. »« Inspecteur, » dit Jacques, « si le docteur Moreau savait que Sophie avait des preuves et que ces preuves menaçaient à la fois le père Bernard et lui-même, alors ils avaient un motif très fort pour faire disparaître Sophie définitivement, » compléta Dubois. Cette nuit-là, Dubois émit un mandat de recherche national pour le docteur Philippe Moreau pour entrave à la justice, 10 sur mineur et suspicion d'enlèvement. Mais la question qui tourmentait tout le monde était si le docteur Moreau avait fui après 7 ans, cela signifiait-il que Sophie était encore en vie ou simplement qu'il avait réalisé que la vérité était sur le point d'éclater? La recherche du docteur Moreau s'intensifia lorsque Dubois reçut un appel de la police fédérale. Ils avaient lundi localisé le médecin dans un hôtel à Paris, mais lorsqu'ils arrivèrent pour l'arrêter, il avait déjà fui. « Il a quitté l'hôtel à 4h du matin », rapporta l'agent fédéral Rémi Laurent. « Le personnel de l'hôtel a dit qu'il semblait très nerveux et qu'il passait des appels téléphoniques toute la nuit. Avez-vous obtenu les registres de ces appels ? » « Oui, la plupart étaient membres vers des numéros internationaux. Nous traçons les destinations. » Dubois savait que chaque heure qui passait réduisait les chances de capturer le docteur Moreau, mais il savait aussi qu'un homme désespéré pouvait commettre des erreurs. « Agent Laurent, j'ai besoin que vous mainteniez une surveillance sur tous les aéroports et les passages frontaliers. Cet homme est notre seul lien vivant avec une fillette disparue. » Pendant ce temps, Dubois continua d'interroger les victimes du père Bernard. Emma Leclerc fournit un détail crucial lors de son deuxième interrogatoire. « Inspecteur, il y a autre chose dont je me souviens à propos de Sophie. La veille de sa disparition, elle m'a dit qu'elle avait parlé à quelqu'un par téléphone, quelqu'un qui lui avait promis de l'aider à remettre les preuves en toute sécurité. A-t-elle mentionné qui était cette personne ? Elle a dit que c'était quelqu'un d'important, quelqu'un qui pouvait la protéger du père Bernard et du docteur. » Dubois vérifia les registres téléphoniques de la famille Martin pour août 1999. Il trouva plusieurs appels entrants dans les jours précédant la disparition de Sophie, y compris un appel de 30 minutes l'après-midi du 14 août. Le numéro correspondait à celui du docteur Moreau. « Jacques, » dit Dubois, « j'ai besoin que vous vous souveniez exactement de ce qui s'est passé l'après-midi du 14 août. Sophie a-t-elle reçu un appel téléphonique ?» Jacques réfléchit. « Oui, je me souviens que quelqu'un a appelé. Sophie a répondu au téléphone. Elle a parlé assez longtemps, ce qui était inhabituel pour elle. Avez-vous entendu quelque chose de la conversation ? Juste la fin. Sophie a dit quelque chose comme « D'accord, je t'apporterai les photos demain. » Puis elle a raccroché et est montée dans sa chambre. Sophie semblait-elle nerveuse ou effrayée après cet appel ? Maintenant que j'y pense, oui. Ce soir-là, elle n'a pas voulu dîner. Elle a dit qu'elle avait mal au ventre. L'image devenait plus claire pour Dubois. Le docteur Moreau avait appelé Sophie, probablement en prétendant vouloir l'aider. Il lui avait demandé d'apporter les photos, lui promettant une protection, mais au lieu de la protéger, il avait orchestré sa disparition. Le lendemain, Dubois reçut des nouvelles de la recherche du docteur Moreau. L'agent Laurent l'appela depuis Bordeaux. « Inspecteur, nous avons trouvé quelque chose d'important à l'hôtel de Paris. Le docteur Moreau a laissé des documents dans sa chambre, apparemment par accident. » « Quel genre de documents ? » ?»« Des dossiers médicaux, mais pas de sa pratique à Saint-Michel. Il semble bien su provenir d'une clinique privée à Bordeaux. Et il y a autre chose, une lettre à moitié écrite adressée à quelqu'un nommé Sophie. » Dubois sentit son cœur s'arrêter. Que dit la lettre ? Elle demande pardon. Elle dit qu'il n'a jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Elle mentionne un endroit appelé Maison de l'Espoir, en périphérie de Bordeaux. « Agent Laurent, j'ai besoin que vous alliez à cette adresse immédiatement, et je veux être tenu informé de chaque développement. » Dubois réunit son équipe et se dirigea vers Bordeaux. Pendant le trajet, il appela Jacques pour l'informer de l'évolution. « Jacques, nous avons peut-être trouvé une piste sur l'endroit où se trouve Sophie. J'ai besoin que vous soyez prêt à tout. »« Est-elle vivante ?» demanda Jacques, d'une voix brisée. « Nous ne savons pas encore,
mais nous allons le découvrir. La Maison de l'Espoir s'avéra être une institution privée pour enfants souffrant de troubles de santé mentale. Elle était située dans une zone rurale, entourée de hauts murs et dotée d'une sécurité stricte. L'agent Laurent et son équipe arrivèrent au même moment que Dubois. La directrice de l'institution, le docteur. Patricia Lefebvre les reçut avec une nervosité évidente. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda le docteur. Lefebvre. « Nous recherchons le docteur. Philippe Moreau est peut-être une fillette nommée Sophie Martin, » expliqua Dubois. L'expression du docteur. Lefebvre changea radicalement. « Inspecteur, j'ai besoin de parler à notre avocat avant de répondre à vos questions. » « Docteur Lefebvre, nous avons des mandats de perquisition. Nous allons fouiller cet établissement, avec ou sans votre coopération. » La directrice les conduisit à son bureau tout en appelant son avocat par téléphone. Dubois remarqua qu'il y avait des dossiers spécifiques sur son bureau, comme si elle s'attendait à cette visite. « Docteur, » dit Dubois, « avez-vous une patiente nommée Sophie Martin ?» Après une longue pause, le docteur. Lefebvre hocha la tête. « Oui, mais inspecteur, vous devez comprendre que c'est un cas très compliqué. » « Est-elle vivante ?»« Oui, elle est vivante. » Dubois ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. « Où est-elle maintenant ?»« Dans le pavillon de traitement intensif. Mais inspecteur, Sophie est ici depuis... C'est océdant. Son état mental est... fragile. Que voulez-vous dire ? Quand elle est arrivée ici, elle avait subi un traumatisme sévère. Le docteur Moreau nous a dit qu'elle avait été témoin d'un crime violent et qu'elle avait développé une amnésie dissociative comme mécanisme de défense. » Dubois échangea un regard avec l'agent Laurent. Le docteur. « Moreau l'a amenée ici ?»« Oui, il a dit qu'elle était sa patiente et qu'elle avait besoin de soins spécialisés. Il a dit que sa famille était morte dans un accident de voiture et qu'il était son tuteur légal. » Docteur Lefebvre, cette fillette n'est pas orpheline. Ses parents la recherchent depuis 7 ans. La directrice pâlit. « Inspecteur, si ce que vous dites est vrai, alors nous avons été victimes d'une fraude élaborée. J'ai besoin de voir Sophie immédiatement. » Le docteur Lefebvre les conduisit à travers plusieurs couloirs jusqu'au pavillon de traitement. Dubois vit à travers une fenêtre une adolescente de 15 ans assise sur une chaise, regardant par la fenêtre. Elle avait de longs cheveux châtains et une expression absente. « C'est Sophie, » dit la directrice. « Mais inspecteur, vous devez savoir qu'elle ne se souvient pas de sa vie avant son arrivée ici. Elle ne se souvient pas de sa famille, de son nom d'origine, ni des circonstances de son arrivée. » Dubois étudia l'adolescente. Elle avait grandi, changé, mais il pouvait voir les traits de la fillette de 8 ans sur les photos. Quel nom utilise-t-elle ici ? Nous la connaissons sous le nom de Marie Moreau. Le docteur Moreau a dit qu'elle était sa nièce. Quand le docteur Moreau l'a-t-il vue pour la dernière fois ? Il est venu hier matin tôt. Il semblait très agité. Il a parlé avec Marie pendant plus d'1 heure. Après son départ, elle a eu une crise d'anxiété sévère. Dubois prit son téléphone et appela Jacques. « Jacques, nous avons trouvé Sophie. Elle est vivante. » Le cri de joie de Jacques retentit à travers le téléphone. « Est-elle en bonne santé ? Quand pouvons-nous la voir ? » « Jacques, il faut que je vous prépare. Sophie a été institutionnalisée pendant 7 ans. Elle ne se souvient pas de sa vie d'avant. Ce sera un processus difficile. Peu importe, nous voulons juste la récupérer. » Dubois termina l'appel et se tourna vers le docteur. « Lefebvre, j'ai besoin de parler à Sophie, à Marie, et j'ai besoin de tous les dossiers liés à son traitement. Inspecteur, son état est très délicat. Tout choc émotionnel pourrait déclencher une crise. Docteur, cette fillette a été séparée de sa famille pendant 7 ans sur la base de mensonges. Je pense qu'il est temps de commencer le processus de réintégration. » Quand Dubois entra dans la chambre de Sophie, elle leva les yeux. Ses yeux montrèrent un mélange de curiosité et d'appréhension. « Bonjour, » dit Dubois doucement. « Je m'appelle Antoine. Je suis policier. »« Est-ce que je suis en problème ?» demanda Sophie d'une voix qui semblait plus jeune que ses 15 ans. « Non, tu n'es pas en problème. Je suis ici pour t'aider. » Dubois s'assit sur une chaise en face d'elle. « Te souviens-tu de quelque chose de ta vie avant d'arriver ici ?» Sophie secoua la tête. « Les docteurs disent gomment que j'ai eu un accident, que j'ai perdu ma famille. Et si je te disais que ta famille était vivante et qu'elle te recherche depuis 7 ans ?
Les yeux de Sophie se remplirent prompts de confusion et de ce qui pourrait être de l'espoir. Jacques et Claire arrivèrent à la maison de l'espoir le lendemain. Dubois les avait préparés à ce qu'ils pourraient en retrouver, mais rien n'aurait pu les préparer réellement à revoir leur fille après 7 ans. Sophie était assise dans le jardin de l'institution, accompagnée d'une psychologue. Elle était passée d'une fillette de 8 ans à une adolescente de 15 ans. Ses cheveux étaient plus longs, son visage avait perdu la rondeur enfantine, mais ses yeux étaient les mêmes. Claire se mit à pleurer dès qu'elle vit sa fille. Jacques la soutint, essayant de garder son propre calme. « Comment devons-nous procéder ?» demanda Jacques au docteur. Lefebvre, très progressivement. Marie, Sophie, ne se souvient pas de sa vie d'avant. Introduire trop d'informations d'un coup pourrait être traumatique. La psychologue, le docteur, Laura Fournier, s'approcha d'abord de Sophie. « Marie, il y a des gens qui veulent te rencontrer. Ils disent qu'ils te connaissaient quand tu étais petite. » Sophie leva les yeux et vit Jacques et Claire debout à quelques mètres. Quelque chose changea dans son expression, une lueur de reconnaissance qui s'évanouit rapidement. « Est-ce que je les connais ?» demanda Sophie. Claire s'approcha lentement. « Bonjour, mon amour. Je suis Claire. C'est la première fois que je te vois depuis de nombreuses années. » Sophie étudia le visage de Claire. « Es-tu ma maman ?»« Oui, ma chérie, je suis ta maman. » Jacques s'approcha aussi. « Je suis ton papa, Jacques. Nous t'avons cherché pendant très longtemps. » Sophie regarda entre eux deux, son expression mêlant confusion et un peu de peur. « Mais le docteur, Moreau a dit que ma famille était comme morte. Il a dit que j'étais orpheline. »« Le docteur Moreau a menti, » dit Jacques doucement. « Nous n'avons jamais cessé de te chercher. » La session dura seulement 30 minutes, mais elle fut émotionnellement intense pour tous. Sophie montra des signes de reconnaissance intermittents, surtout quand Claire chanta une chanson qu'elle lui chantait quand elle était petite. « Est-ce que je peux rentrer à la maison avec vous ?» demanda Sophie à la fin de la session. « Nous voulons ça plus que tout au monde, » répondit Claire. « Mais les docteurs disent qu'il faut y aller doucement pour s'assurer que tu vas bien. » Après la visite, Dubois se réunit avec l'équipe médicale de la Maison de l'Espoir pour examiner le dossier complet de Sophie. Quand elle est arrivée ici, en août 1999, elle était en état de choc sévère, expliqua le docteur Fournier. Elle ne parlait pas, ne mangeait pas, faisait des cauchemars constants. Quel traitement a-t-elle reçu? Initialement de la sédation et une thérapie de soutien. Ensuite, lorsqu'elle a développé une amnésie apparente, nous avons commencé une thérapie pour le traumatisme. Le docteur Moreau a insisté pour qu'on ne mentionne pas sa vie d'avant, que cela pourrait être trop traumatique. Dubois examina les registres de médicaments. Sophie avait reçu des antipsychotiques et des anxiolytiques pendant des années. Ces médicaments auraient-ils pu contribuer à sa perte de mémoire? C'est possible, admit le docteur. Fournier, surtout en combinaison avec le traumatisme psychologique. Pensez-vous que sa mémoire pourrait revenir? Avec le traitement approprié et une réintroduction graduelle à sa vie d'avant, c'est tout à fait possible. Pendant ce temps, la recherche du docteur Moreau continuait. L'agent Laurent avait suivi sa trace jusqu'à la frontière avec la Belgique, mais le médecin avait réussi à passer avant qu'il ne puisse me l'intercepter. « Nous avons trouvé sa voiture abandonnée près de Lille », rapporta Laurent. « Il y a des preuves qu'il a traversé la frontière à pied. Nous avons la coopération des autorités belges. » « Oui, mais Moreau a plusieurs heures d'avance. Il pourrait être n'importe où en Europe maintenant. » Dubois savait que capturer le docteur Moreau serait difficile, mais il avait quelque chose de plus important. Sophie était vivante et pourrait se rétablir complètement. Au cours des semaines suivantes, Jacques et Claire rendirent bonne visite à Sophie tous les jours. Chaque visite montrait de petits signes de progrès. Sophie commença à se souvenir de fragments de son enfance. La couleur de sa chambre, le nom de son chien, les chansons que Claire lui chantait. C'est comme si les souvenirs étaient enfouis, mais pas perdus, expliqua le docteur Fournier. La thérapie et le contact avec vous les font remonter progressivement. 1 mois après les retrouvailles, Sophie eut son premier souvenir clair des événements qui avaient conduit à sa disparition. « J'étais dans le jardin », dit-elle au docteur Fournier pendant une séance de thérapie. Quelqu'un m'a appelé au téléphone. C'était le docteur Moreau. Il a dit qu'il avait besoin de voir les photos, qu'il allait m'aider. Quelles photos? Les photos du père Bernard, les photos qui montraient ce qu'il faisait aux autres enfants. Que s'est-il passé après l'appel téléphonique?
Sophie ferma les yeux, se concentrant. Je suis allé chercher les photos. Je les avais cachées dans mon sac à dos, mais ensuite, tout devient flou. Ce n'est pas grave, tu n'as pas à tout te rappeler d'un coup. Je me souviens d'être dans une voiture. Le docteur Moreau conduisait. Il a dit qu'on allait dans un endroit sûr, que mes parents viendraient après. Te souviens-tu d'autre chose de ce jour-là? Je me souviens que j'avais peur, très peur. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi faire. Cette séance marqua un tournant dans la récupération de Sophie. Les souvenirs commencèrent à revenir plus rapidement, bien que sous forme de fragments déconnectés. Elle se rappela les cours de catéchisme avec le père Bernard, les jeux spéciaux, les photos qu'elle avait trouvées dans le bureau du prêtre. Elle se souvint d'avoir caché la clé dans son sac à dos comme une assurance. Je savais que si quelque chose m'arrivait, quelqu'un trouverait éventuellement la clé, dit-elle à Dubois lors d'un entretien soigneusement supervisé. Je voulais que la vérité éclate. Sophie, tu es très courageuse, lui dit Dubois. Ce que tu as fait a aidé à protéger d'autres enfants. Le père Bernard est-il en prison? Le père Bernard est mort il y a plusieurs années, mais nous recherchons le docteur. Moreau. Sophie devint sérieuse. Le docteur. Moreau m'a dit que mes parents étaient des morts. Il m'a dit que si j'essayais de me souvenir de ma vie d'avant, je deviendrais folle. C'était un mensonge cruel, répondit Dubois. Tes parents n'ont jamais cessé de te chercher. 2 mois après les retrouvailles, Sophie reçut l'autorisation de passer les week-ends à la maison avec Jacques et Claire. Les visites furent tartes couronnées de succès, Sophie montrant de plus en plus de signes de la personnalité qu'elle avait avant sa disparition. C'est comme si elle se réveillait d'un très long rêve, dit Claire à Dubois. Chaque jour, elle est un peu plus elle-même. A-t-elle mentionné d'autres détails sur le docteur? Moreau? Oui, elle se souvient qu'il visitait régulièrement la maison de l'espoir, surtout quand elle commençait à se souvenir de choses. À chaque fois après ces visites, les docteurs augmentaient ses médicaments. Dubois documenta soigneusement chaque détail que Sophie se rappelait. Chaque fragment de mémoire renforçait le dossier contre le docteur. Moreau, s'il parvenait à le capturer. Mais le plus important était que Sophie était vivante, qu'elle se rétablissait et qu'elle serait bientôt complètement à la maison avec sa famille. 3 mois après les retrouvailles, alors que Sophie continuait sa récupération et passait de plus en plus de temps à la maison, Dubois reçut un appel inattendu. « Inspecteur Dubois, ici le colonel Garcia de la police nationale belge. Nous avons des informations sur le docteur, Philippe Moreau. L'avez-vous capturé? Pas exactement. Il est à l'hôpital général de Bruxelles. Il a tenté de se suicider hier soir. » Dubois ressentit un mélange de soulagement et de frustration. « Est-il conscient? Oui, mais il est sous surveillance médicale stricte. Il dit qu'il veut vous parler, à vous spécifiquement. J'arrive immédiatement. » Dubois prit le premier vol disponible pour Bruxelles. Pendant le vol, il réfléchit à tout ce qu'il avait appris au cours des derniers mois. Sophie se rétablissait, mais il restait encore des questions sans réponse sur ce qui s'était passé exactement le jour de sa disparition. L'hôpital général était une structure imposante et austère. Dubois trouva le docteur, Moreau dans une chambre de l'aile psychiatrique, reliée à des moniteurs et sous garde policière. À 55 ans, Philippe Moreau semblait avoir vieilli d'une décennie en quelques mois. Ses cheveux étaient complètement gris. Il avait perdu beaucoup de poids, et ses yeux montraient l'épuisement de quelqu'un qui avait fui, à la fois physiquement et émotionnellement. « Inspecteur Dubois, » dit Moreau lorsque Dubois entra dans la chambre. « Merci d'être venu. »« Docteur Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, entrave à la justice et dissimulation d'abus sur mineurs. »« Je sais, et je suis prêt à tout confesser. » Dubois activa son magnétophone. « Docteur, vous avez droit à un avocat. »« Je ne veux pas d'avocat. J'ai vécu avec cette culpabilité pendant 7 ans. Il est temps que la vérité sorte complètement. »« D'accord, racontez-moi ce qui s'est passé le 15 août 1999. » Moreau ferma les yeux et commença à parler. « Sophie m'a appelé 2 jours avant. Elle a dit qu'elle avait des photos montrant le père Bernard abusant d'enfants. Elle a dit qu'elle allait les apporter à la police. »« Et qu'avez-vous fait ?» ?»« J'ai paniqué. Le père Bernard et moi travaillions ensemble pour garder ces faits secrets. Je soignais les enfants qu'il avait blessés, mais au lieu de je contribuais à les dissimuler. Pourquoi? Au début, c'était de la lâcheté professionnelle. J'avais peur des implications légales de ne pas avoir signalé dès le départ. Mais ensuite, Bernard m'a menacé. Il avait des photos de moi avec certains enfants dans des situations compromettantes. Dubois sentit son estomac se nouer. « Vous avez des enfants ?»« Pas physiquement,
mais Bernard m'avait impliqué dans des sessions où il faisait des choses pendant que je les examinais soi-disant médicalement. Il m'a dit que si je parlais, il dirait que j'étais tout aussi coupable. Continuez sur ce qui s'est passé le 15 août. J'ai appelé Sophie. Je lui ai dit que je voulais l'aider, qu'on pouvait travailler ensemble pour s'assurer que le père Bernard soit puni correctement. Je lui ai demandé de m'apporter les photos. Où vous êtes-vous rencontrés? À ma clinique, après les heures. Sophie est arrivée avec une petite boîte contenant des photos et quelques documents qu'elle avait pris dans le bureau de Bernard. Les photos montraient d'Amish des images explicites de Bernard avec plusieurs enfants de la communauté, y compris Sophie elle-même. Il y avait aussi des documents montrant que d'autres membres de l'Église étaient au courant de ce qui se passait. Qu'avez-vous fait des photos? Je les ai détruites immédiatement. J'ai dit à Sophie que c'était pour protéger l'intimité des autres victimes, mais en réalité, c'était pour me protéger moi-même. Comment Sophie a-t-elle réagi? Elle a immédiatement compris que je l'avais trahie. Elle a essayé de partir, mais je ne pouvais pas la laisser faire. Je savais qu'elle irait directement à la police. Dubois se pencha en avant. Qu'avez-vous fait exactement? Je lui ai donné un sédatif. Je lui ai dit que c'était pour calmer ses nerfs, mais la dose était suffisante pour la faire perdre connaissance. Ensuite, je l'ai emmenée à la Maison de l'Espoir. J'avais des contacts là-bas grâce à mon travail. Je leur ai dit qu'elle était ma nièce orpheline, qu'elle avait subi un traumatisme sévère. Je leur ai dit qu'elle avait développé une amnésie dissociative et que tout essai de lui faire se souvenir de son passé pourrait être dangereux. Pourquoi la Maison de l'Espoir a-t-elle accepté votre histoire sans vérification? Parce que j'avais une solide réputation de médecin, parce que je les ai payés généreusement et parce que je leur ai fourni de faux documents qui soutenaient mon histoire. Dubois continua d'enregistrer pendant que Moreau fournissait des détails précis sur la manière dont il avait maintenu Sophie à la Maison de l'Espoir pendant 7 ans. Sophie a-t-elle jamais retrouvé ses souvenirs pendant ces années? Plusieurs fois, elle a montré des signes de se souvenir de sa vie d'avant. À chaque fois, je rendais visite à l'institution et ajustais ses médicaments. Je disais au personnel que ses souvenirs étaient des hallucinations traumatiques qui pourraient nuire à son progrès. N'avez-vous jamais envisagé de la laisser partir? Moreau se mit à pleurer. Tous les jours, mais je savais aussi que si Sophie revenait et se souvenait de la vérité, cela signifierait la prison à vie pour moi. Au début, je pensais que ce serait pour quelques mois, jusqu'à ce que l'affaire se tasse, mais les mois sont devenus des années. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi avez-vous fui maintenant? Parce que vous avez trouvé la clé. Sophie était plus intelligente que je ne le pensais. Même à 8 ans, elle avait laissé des preuves de secours. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate. Dubois arrêta temporairement l'enregistreur. « Docteur Moreau, réalisez-vous l'ampleur de ce que vous avez fait? Vous avez séparé une fillette de sa famille pendant 7 ans. Vous avez fait croire à ses parents qu'elle était morte. Je le réalise complètement et je comprends que je mérite n'importe quelle punition que je recevrai. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Juste ceci, Sophie était extraordinairement courageuse. À 8 ans, elle était prête à affronter des adultes puissants pour protéger d'autres enfants. Ce que je lui ai fait est impardonnable. » Dubois relança l'enregistreur et continua de documenter les détails de la confession de Moreau. Le médecin fournit des informations précises sur les comptes bancaires qu'il avait utilisés pour payer la Maison de l'Espoir, les documents falsifiés qu'il avait créés et les contacts qu'il avait utilisés pour garder Sophie cachée. « Docteur, Moreau, êtes-vous prêt à répéter cette confession devant un tribunal? » « Oui, je veux plaider coupable de tous les chefs d'accusation. Je ne veux pas de procès. Je veux juste que ça se termine. Y a-t-il d'autres victimes dont je devrais être informé? D'autres cas similaires? Non, Sophie a été la seule fois où je suis allé aussi loin. C'était la seule fois où la panique m'a conduit à enlever quelqu'un. » Dubois termina l'interrogatoire et quitta la chambre d'hôpital, laissant le docteur Moreau sous la garde des autorités belges. La confession complète du médecin avait répondu à la question centrale de ce qui était arrivé à Sophie le 15 août 1999, mais elle ouvrait également une série de nouvelles questions sur l'étendue du réseau de dissimulation à Saint-Michel et sur la manière dont une telle injustice avait pu persister pendant 7 ans. De retour à Saint-Michel, Dubois organisa une réunion avec Jacques et Claire pour leur transmettre les détails de la confession du docteur Moreau. Ils étaient dans le salon de la maison familiale, un espace qui avait été un sanctuaire de douleur et d'espoir pendant 7 ans. Sophie était avec eux,
assise sur le canapé, tenant la main de Claire. Bien qu'elle se rétablît progressivement, elle était encore fragile, et les médecins avaient commis recommandé que les détails les plus troublants soient ici révélés avec prudence. « Jacques, Claire, » commença Dubois, le docteur. Moreau a tout avoué. Il a admis avoir enlevé Sophie après qu'elle a menacé de révéler les preuves des abus du père Bernard. Il l'a emmenée à la maison de l'Espoir où il l'a fait passer pour sa nièce orpheline, utilisant de faux documents et son influence médicale pour la maintenir institutionnalisée. Claire serra la main de Sophie plus fort. Pourquoi ne l'a-t-il pas simplement? Elle s'arrêta, incapable de prononcer les mots. Dubois comprit ce qu'elle voulait dire. Moreau a dit qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer Sophie. Il voulait juste la réduire au silence temporairement, jusqu'à ce que l'attention autour de l'enquête s'estompe. Mais une fois qu'il l'avait emmenée à la maison de l'Espoir, il s'est senti piégé par ses propres actions. Chaque fois que Sophie montrait des signes de récupération de mémoire, il ajustait ses médicaments pour la maintenir dans un état de confusion. Jacques secoua la tête, la colère montant en lui. Comment personne n'a-t-il posé de questions? Comment une institution entière a-t-elle pu accepter son histoire sans vérifier? Moreau était un médecin respecté avec des relations, expliqua Dubois. Il a utilisé son autorité pour manipuler le système. La maison de l'Espoir n'avait aucune raison de douter de lui, surtout avec les documents qu'il a fournis. Mais nous enquêtons maintenant sur le personnel de l'institution pour déterminer s'il y a eu de la complicité ou de la négligence. Sophie, qui avait écouté en silence, parla d'une voix douce mais ferme. « Inspecteur, je me souviens de certaines choses maintenant. Je me souviens d'avoir eu peur du docteur. Moreau, même avant qu'il m'emmène, il venait toujours au catéchisme et il parlait aux enfants après les cours. Je savais qu'il n'était pas juste un docteur. » Dubois se tourna vers elle. « Sophie, tout ce dont tu te souviens est important. Même les petits détails peuvent nous aider à comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé. » « Je me souviens qu'il y avait d'autres adultes, » dit Sophie, ses yeux fixant un point au loin. « Pas juste le père Bernard ou le docteur. » Moreau. « Il y avait quelqu'un d'autre qui venait parfois à l'église, quelqu'un qui apportait des cadeaux aux enfants. » Dubois sentit un frisson. « Peux-tu te souvenir de qui c'était ?» Sophie fronça les sourcils, essayant de fouiller dans ses souvenirs fragmentés. « Je ne me souviens pas de son nom, mais il portait un uniforme, comme un policier ou un gardien. Il disait qu'il nous surveillait pour s'assurer qu'on était en sécurité. » Cette nouvelle information choqua Dubois. Un autre adulte, potentiellement quelqu'un en position d'autorité, pourrait expliquer comment les abus du père Bernard et la dissimulation du docteur Moreau avaient échappé à la détection si longtemps. « Sophie, c'est très utile. Nous allons vérifier tous les registres de l'Église et les rapports de police de cette période pour identifier cette personne. » Dubois passa les jours suivants à fouiller les archives de Mythe de Saint-Michel en se concentrant sur toute personne ayant une connexion avec l'Église et un rôle d'autorité dans la communauté. Il découvrit un nom qui revenait dans plusieurs documents, Michel Garnier, un ancien officier de police locale qui avait pris sa retraite en 2000. Garnier avait été bénévole à l'église Saint-Michel, aidant à organiser des événements communautaires et servant parfois d'agent de sécurité informel lors des grandes messes. Dubois retrouva Garnier, qui vivait maintenant dans une petite ville à 1 heure de Saint-Michel. Lors de l'interrogatoire, Garnier, âgé de 62 ans, sembla initialement coopératif. « Inspecteur, j'ai fait de mon mieux pour aider la communauté de Saint-Michel, » dit-il. « J'étais là pour assurer la sécurité des gens. »« Monsieur Garnier, » répondit Dubois, « nous avons des témoignages suggérant que vous aviez des interactions régulières avec les enfants du catéchisme, y compris Sophie Martin. Pouvez-vous expliquer la nature de ces interactions ?» Garnier devint visiblement nerveux. Je leur donnais juste des bonbons ou des petits jouets pour les rendre heureux. Les enfants aimaient ça. Avez-vous déjà eu des contacts privés avec ces enfants, en dehors des événements publics? Non, jamais. Je restais toujours dans des espaces publics. Dubois montra à Garnier une photo de Sophie tirée des preuves trouvées dans le tiroir. Sophie se souvient de vous. Elle dit que vous portiez un uniforme et que vous disiez surveiller les enfants pour leur sécurité. Garnier pâlit. Inspecteur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Beaucoup d'enfants me connaissaient. À l'époque, j'étais une figure familière. Monsieur Garnier, nous enquêtons sur un réseau d'abus d'enfants impliquant le père Bernard et le docteur Moreau. Votre nom est apparu comme quelqu'un qui pourrait avoir été impliqué, ou au moins au courant de ce qui se passait. C'est absurde.
s'exclama Garnier. « J'étais policier, pas criminel. » Mais Dubois remarqua la sueur sur le front de Garnier et la façon dont ses mains tremblaient dit. Après un interrogatoire prolongé, Garnier admit avoir été témoin de comportements suspects de la part du père Bernard. « Je l'ai vu être trop proche des enfants, mais je pensais que c'était juste sa manière d'être amicale. Je n'ai jamais rien vu de concret. » « Et le docteur, Moreau ?» demanda Dubois. « Il m'a dit une fois que certains enfants avaient quand même des problèmes médicaux qui nécessitaient de la discrétion. Je ne lui ai pas posé de questions. C'était un médecin respecté. Monsieur Garnier, saviez-vous que Sophie Martin avait découvert des preuves des abus du père Bernard ?» Garnier baissa les yeux. « J'ai entendu des rumeurs parmi les enfants, mais je n'y ai pas cru à l'époque. » Dubois n'était pas convaincu que Garnier disait toute la vérité, mais il manquait de preuves directes pour l'inculper immédiatement. Il décida de garder Garnier sous surveillance tout en continuant à rassembler des témoignages d'autres enfants ayant été dans les cours de catéchisme. Entre-temps, la confession du docteur. Moreau fut officiellement enregistré et il fut extradé vers la France pour faire face à de multiples accusations, incluant de pouvoir médical et complot sur mineurs. Le procès de Moreau attira une attention nationale. Les médias surnommèrent l'affaire « le scandale de Saint-Michel » et les familles des victimes, y compris celles par le père Bernard, commencèrent à se manifester pour demander justice. Jacques et Claire choisirent de protéger Sophie de l'attention médiatique, la gardant à la maison pendant que sa thérapie se poursuivait. À 16 ans, Sophie faisait des progrès remarquables. Elle se souvenait maintenant de la majeure partie de sa vie avant sa disparition, bien que certains souvenirs restaient non flous. Elle avait repris l'école dans un lycée local, avec un programme adapté pour l'aider à rattraper les années perdues. Lors d'une séance de thérapie, Sophie révéla un souvenir clé qui renforça l'enquête. « Je me souviens que le père Bernard parlait à quelqu'un d'autre à l'église, quelqu'un qui n'était pas le docteur Moreau, ni monsieur Garnier. C'était un homme qui venait de l'extérieur de Saint-Michel. Il parlait de protéger l'église, de s'assurer que les secrets restent enfouis. » Dubois nota ce détail et lança une recherche plus approfondie dans les registres du diocèse. Il découvrit qu'un fonctionnaire du diocèse, le père Laurent Dubois, aucun lien de parenté avec l'inspecteur, avait visité Saint-Michel à plusieurs reprises entre 1996 et 1998, officiellement pour superviser les activités paroissiales, mais officieusement pour gérer les plaintes contre le père Bernard. Le père Laurent, maintenant à la retraite, fut interrogé à son domicile, à Chartres. Il admit avoir été informé des préoccupations concernant le père Bernard, mais insista sur le fait que le diocèse avait suivi les protocoles en transférant Bernard plutôt qu'en lançant une enquête publique. « Nous voulions éviter un scandale qui aurait nui à la réputation de l'Église, » expliqua-t-il. « Et qu'en est-il des enfants ?» demanda Dubois. « Ont-ils été protégés ?» Le père Laurent baissa les yeux. « Nous pensions que les éloignés du père Bernard suffirait. Nous n'avions pas de à l'époque. » Ce manque d'action de la part du diocèse devint un point central du procès. Les avocats, représentant les familles des victimes, y compris les Martin, firent prévaloir que la négligence institutionnelle a de continuer et avait directement conduit à l'enlèvement de Sophie. Le procès dura 3 mois, et à la fin, le docteur Moreau fut condamné à 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Le diocèse de Chartres fut tenu responsable civilement, acceptant de verser des indemnités substantielles aux victimes et de mettre en place des réformes pour empêcher de futures dissimulations. Pour Sophie, le chemin de la guérison fut long, mais progressif. À 17 ans, elle vivait à plein temps avec Jacques et Claire, et bien que les cicatrices du traumatisme restaient, elle montrait une résilience remarquable. Elle s'intéressa à l'écriture, utilisant la poésie et des récits pour traiter ses expériences. Dans un essai qu'elle partagea avec sa famille, elle écrivit « J'ai caché la clé parce que je savais que la vérité trouverait un jour son chemin. Même dans l'obscurité, la vérité a une manière de briller. » Jacques et Claire trouvèrent du réconfort dans la force de leur fille. Ils assistèrent à des groupes de soutien pour les familles où ils partagèrent leur histoire pour aider d'autres à guérir. Jacques, en particulier, devint un défenseur des réformes dans la protection de l'enfance, travaillant avec les autorités locales pour s'assurer que les institutions comme les églises et les écoles aient des protocoles plus stricts. Dubois, quant à lui, ferma officiellement le dossier de Sophie Martin
en décembre 2025, mais il continue d'enquêter sur Michel Garnier et d'autres figures potentielles impliquées dans la dissimulation. Bien que les preuves contre Garnier restaient circonstancielles, Dubois était déterminé à s'assurer que chaque personne impliquée soit tenue responsable. Il rendait régulièrement visite aux Martin, devenant un ami de la famille et un soutien constant pour Sophie. 1 an après son retour, Sophie demanda à visiter l'église Saint-Michel. Jacques et Claire hésitèrent, craignant que cela ne déclenche des souvenirs douloureux. Mais Sophie insista. « J'ai besoin de voir l'endroit où tout a commencé, » dit-elle. « J'ai besoin de le récupérer. » Ils l'accompagnèrent à l'église un dimanche après-midi, lorsque l'endroit était calme. Le père Étienne, qui avait coopéré pleinement avec l'enquête et exprimé des remords profonds pour ne pas avoir agi plus tôt, les accueillit. Sophie entra dans la sacristie et se tint près de la bibliothèque où elle avait caché la clé. « J'étais si petite quand j'ai fait ça, » dit-elle doucement, « mais je savais que c'était important. » Claire posa une main sur l'épaule de sa fille. « Tu étais incroyablement courageuse, Sophie. Tu l'es toujours. » Sophie sourit, un sourire qui portait à la fois la douleur du passé et l'espoir de l'avenir. « Je veux que cet endroit soit un lieu de lumière à nouveau, » dit-elle, « pas un lieu de secret. » À la suggestion de Sophie, l'église Saint-Michel lança un programme communautaire pour sensibiliser à leurs mineurs, avec Sophie comme conférencière, invitée occasionnelle. Son histoire inspira d'autres victimes à se manifester, conduisant à une vague de responsabilité dans plusieurs institutions à travers la région. Le docteur Moreau resta en prison, où il passa ses journées à écrire des lettres de remords aux familles des victimes, bien que peu acceptèrent de les lire. Michel Garnier fit face à une enquête criminelle pour complicité potentielle, mais sans preuve de direct. Il fut condamné à une amende communautaire et à une probation. Le père Laurent fut déchu de ses titres honorifiques par le diocèse, une reconnaissance symbolique de son échec à protéger les enfants. Quant à Sophie, elle continua de grandir, de guérir et de trouver sa place dans le monde. À 18 ans, elle annonça à ses parents qu'elle voulait étudier la psychologie à l'université avec l'objectif d'aider d'autres survivants de traumatismes. « Je veux transformer ce qui m'est arrivé en quelque chose qui aide les autres », dit-elle à Jacques et Claire lors d'un dîner familial. « La clé que j'ai cachée a ouvert plus qu'un tiroir. Elle a ouvert la vérité. » Jacques leva son verre, les larmes aux yeux. « À Sophie, dit-il, à la vérité, à la justice et à un avenir meilleur. » Claire et Sophie levèrent leur verre en retour, et dans ce moment, la famille de Martin sentit que, malgré les années de douleur, ils avaient retrouvé non seulement leur fille, mais aussi un sens renouvelé de l'espoir.